Cette lagune n'existe plus. Au cours des années 70, la fonderie évacuait plus d'une centaine de tonnes par année de différents métaux dans la baie des Chaleurs. Il y avait du cadmium, près de 25 tonnes par an. Ces décharges quotidiennes de métaux lourds ont eu un effet dévastateur sur le milieu marin. Le cadmium est un métal blanc argenté ayant des propriétés physiques proches du zinc et est un sous-produit de son raffinage. Le cadmium est très toxique et s'accumule dans l'organisme humain. C'est un produit cancérigène connu. Dans le nord de la Belgique, il y a eu pendant des décennies des fonderies de zinc semblables à celles de Belledune. C'est récemment que l'on a découvert les effets du cadmium sur la santé des gens qui habitent à proximité. D'après des données individuelles et régionales, il existe un lien très étroit entre l'exposition au cadmium et le cancer du poumon, notamment. En 1979, une étude de la compagnie Noranda sur le homard en face de la pointe de Belledune révèle des niveaux de cadmium 80 fois supérieurs aux normes canadiennes. Face à la gravité de cette contamination, Pêche et Océan décrète une interdiction de pêcher le homard dans un rayon de 6 km. On a juste attendu parler de ça ce printemps. Dans le mois de mars, la compagnie nous a averti qu'il faut avoir contaminé avec du cadmium. Ça fait là, ils ne sont pas faire les tests. Puis le gouvernement nous empêche de vendre notre homard au public. Ils l'achètent eux autres mêmes, au même prix que la factory. Ça fait qu'en attendant, c'est ça qu'on vend l'homard au gouvernement. Cette interdiction de pêche commerciale est toujours en vigueur. À la place, on y pratique une pêche qu'Ottawa qualifie d'expérimentale. Chaque année, des milliers de livres de homards impropres à la consommation sont incinérés à la fonderie. Les propriétaires de la fonderie défraient ce programme. Jusqu'à maintenant, plus de 75 tonnes de homards contaminés ont été brûlées. En 1980, Noranda décide d'agir avec la mise en place d'un nouveau système de traitement des effluents. Roger Clinch est directeur des communications pour Extrata, une société suisse qui a acheté la fonderie en 2006. Avant 80, nous n'avons pas un système de traitement de l'eau. En 80, on a bâti un système de traitement de l'eau. Et depuis ce temps-là, il n'y a pas de déchargement dans le baie direct. Aujourd'hui, c'est un système de traitement de l'eau et la situation avec l'homard actuellement s'améliorait à chaque année. Et on travaille avec Pêche et Océan Canada pour savoir qu'est-ce que c'est la meilleure chose à faire. Ces mesures ont permis de réduire de façon importante le cadmium déversé dans la baie. En 1980, la fonderie avait rejeté près de 25 tonnes dans les eaux. L'année suivante, le nouveau système de traitement avait réduit ce chiffre à moins de 3/4 de tonnes. Malgré la mise en place d'un nouveau système de traitement des eaux, les effluents de la fonderie ont échoué tous les tests de toxicité relevant de la loi sur les pêches jusqu'en 2001. Les effluents de la fonderie n'étaient toutefois pas les seuls déversements dans la baie des Chaleurs. À la fin des années 60, une nouvelle usine s'installe le long de la baie à proximité de la fonderie. On y aménage une usine de fertilisants qui utilise des sous-produits de la fonderie. Pendant près de 3 décennies, cette usine a évacué des tonnes de métaux et d'arsenic dans les eaux de la baie. Mais le plus imposant volume de polluants provenant de ces installations était le gypse, la pierre à plâtre. Pour chaque tonne de fertilisant produite, 4 tonnes de gypse étaient déversées dans la baie. Ça couvre maintenant une surface d'environ 40 hectares. À certains endroits, imaginez-vous, il y en a 12 mètres d'épaisseur. Les gens vous diront que par temps calme et ensoleillé, on peut voir le fond qui ressemble complètement à un terrain pavé de ciment. C'est tout simplement blanc de gypse. Mais Pêche et Océan, qui a la responsabilité de protéger l'environnement marin,
n'a rien fait pour empêcher les déversements qui ont continué jusqu'à la fermeture de l'usine. On a simplement permis que l'habitat marin soit étouffé et que la lagune soit remplie. C'est qu'on a bel et bien sacrifié l'environnement au profit du développement industriel. L'usine de fertilisants cesse ses activités en 1996. On estime alors que l'amoncellement de gypse avait atteint 1 million de mètres cubes. Cet immense lit de gypse est toujours au fond de la baie des Chaleurs. On peut constater son étendue à partir de photos aériennes. La fonderie de zinc a été construite au milieu des années 60, à une époque où on ne se préoccupe guère de la protection de l'environnement. À toute fin pratique, les normes environnementales étaient inexistantes. Le développement industriel passait avant tout. Ils ne pensaient pas qu'il y avait un danger réel à négliger l'environnement. Tout ça, c'était mineur, ça allait se régler, c'était comme... tout le monde jetait ses déchets, puis c'est pas important, ça jetait partout. Puis on n'avait pas la conscience de ce que c'était comme danger. Au début des années 90, Belgium voit une nouvelle cheminée monter à environ 1 km de la fonderie. Ces émanations seront très visibles. Des virtuoses qui virent, volent, virevoltent. Nos espoirs. Oh là! En 1993, une nouvelle cheminée fait son apparition près de la fonderie. Énergie Nouveau-Brunswick y construit une centrale électrique alimentée au charbon. Avant même que ne débute sa construction, des responsables d'Environnement Canada indiquent que la centrale pourrait être la goutte qui ferait déborder le vase, étant donné le taux déjà trop élevé de dioxyde de soufre dans l'air. Entre autres, il y a une chose intéressante dans l'étude d'impact environnemental pour la centrale thermique. C'est que l'on admet que la région est contaminée, mais on conclut que la centrale n'ajouterait pas à la contamination de façon substantielle. Et bien sûr, nous savons que ça n'a pas été le cas. Pour minimiser le problème des émanations, la centrale est la première au Canada à être munie d'un épurateur pour enlever le dioxyde de soufre des gaz de combustion. Toutefois, selon Environnement Canada, la cheminée de la centrale de Belgium a craché plus de 12 000 tonnes de contaminants dans l'atmosphère en 2006. Cela comprend plus de 6 000 tonnes d'oxyde d'azote, plus de 5 500 tonnes de dioxyde de soufre et 477 tonnes de polluants divers. Les émanations de la cheminée de la centrale s'ajoutent aux milliers de tonnes de contaminants rejetés dans le milieu depuis plus de 40 ans. Les gouvernements étaient bien conscients de l'ampleur de cette contamination aux métaux lourds et en de nombreuses occasions, ils sont demeurés les bras croisés. Il aura fallu la publication d'un rapport choc du Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick pour lever le voile sur cette réalité. L'étude intitulée « Mourir au nom du développement » montre comment les différentes instances gouvernementales ont gardé dans l'ignorance la population de la région de Belgium. Écoutez, je qualifierais de camouflage ce qui est arrivé avec le problème du plomb à Belgium. Vous savez, le public n'a jamais été mis au courant de ce que vivaient réellement les gens de Belgium. Ils ont été les derniers à le savoir. S'appuyant sur des milliers de pages de documents obtenus grâce à la loi sur l'accès à l'information, le rapport documente comment des fonctionnaires ont filtré l'information et modifié des études dans le but de camoufler les dangers réels posés par la contamination au plomb. Un exemple, cette note interne de Paul Monty, analyste au ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick. Datée du 12 septembre 1991, la correspondance fait référence au rapport d'un collègue, Wilf Pilgrim, sur la contamination aux métaux lourds dans la région de Belgium. Le rapport conclut que Belgium est l'une des régions les plus sérieusement polluées de la province et qu'une nouvelle enquête est justifiée. Paul Monty est d'accord avec ce constat, mais il écrit que ce rapport manque de crédibilité, que des études additionnelles s'imposent
et qu'il n'est pas souhaitable de le rendre public. Il ajoute que cela pourrait faire des victimes tout en s'exposant à des recours judiciaires par la Brunswick Mining and Smelting. Really, when you look at the documents,